Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Ludivine de Magnanville, Elisabeth de Grèze, Estelle Kellemans, le juge Claes, Olivier Willox pour la région bruxelloise ou encore Charline Van Stick, Julie Taton, Yves Copiters, Marc Isaïe, entre autres. En Wallonie, ces dernières semaines, de nombreuses personnalités publiques ont annoncé leur entrée en politique. Alors qu'apportent ces personnalités? S'agit-il de simples attrape-voix ou portent-elles réellement les demandes, les attentes de la société civile dans les parlements? Le milieu politique est-il d'ailleurs réellement ouvert à une certaine forme de renouvellement? Et au final, ces candidats, une fois qu'ils sont élus, ont-ils réussi à se faire entendre? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour débattre de ces personnalités publiques qui entrent en politique, nous accueillons Josy Dubié. Bonjour. Bonjour. Vous avez d'abord été notamment journaliste et puis ensuite vous avez eu une carrière comme sénateur pour Écolo. On vous demandera comment vous avez vécu cette deuxième carrière et quel bilan vous en avez tiré. Et puis Jean-Benoît Pilet, bonsoir à vous aussi. Vous êtes, vous, politologue à l'Université libre de Bruxelles. Avant de vous donner la parole, un exemple concret, récent et bruxellois, Ludivine de Magnanville, qui était jusqu'il y a peu la présidente de la fédération Horeca dans la région bruxelloise. Elle sera donc candidate pour Défi en juin prochain pour le Parlement régional. Et on lui a demandé, c'était il y a une dizaine de jours, le 31 janvier, quelles étaient les valeurs qu'elle comptait défendre en politique. Tout ce qui est économique n'est pas tabou, n'est pas un gros mot. Tout ce qui est social, c'est-à-dire trouver des solutions pour aider les salariés, les indépendants, parce que c'est important d'aider les indépendants socialement aussi. Mais vous auriez pu avoir ce même discours et ces mêmes valeurs chez les libéraux, aux engagés par exemple. Est-ce qu'ils vous ont approché aussi ? J'aurais pu avoir ce discours, effectivement, chez les autres. Oui, j'ai eu certaines discussions. Avec qui ? Avec les libéraux, les engagés et donc d'autres. Vous étiez très courtisé. J'ai eu cette chance-là. Ouais. Après, je n'ai pas, vulgairement parlant, fait mon shopping, si je puis dire. J'ai écouté et ensuite j'ai pris une décision. Jean-Benoît Pilet, une certaine franchise dans la bouche de Ludivine de Magnanville, qui reconnaît qu'elle a été approchée par plusieurs partis, qu'elle a fait son choix. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce qu'elle est typiquement le type de personnalité qu'un parti politique essaye d'approcher? Et ça correspond à quoi comme stratégie? En fait, ce profil-là, c'est un profil assez classique, c'est-à-dire un profil qui représente un secteur d'activité, un secteur de l'électorat, qui est déjà quelque part investi dans l'action publique en étant représentante d'une organisation et qui se lance en politique. Donc ça, c'est assez fréquent, des personnes qui viennent des syndicats, qui viennent de fédérations patronales, qui viennent d'un secteur particulier et qui donc amènent deux choses. Elles amènent un électorat, où c'est l'espoir des partis d'aller chercher, parler à un électorat en particulier, et elles amènent une forme d'expertise sur certains sujets. Donc ça, c'est assez fréquent et c'est très différent. On en reparlera plus tard, par exemple, de sportifs ou de personnalités du showbiz qui entreraient en politique. Ouais, c'est-à-dire que là, on additionne une certaine notoriété et un domaine d'expertise. C'est ça, et on est vraiment dans deux choses que les partis peuvent rechercher. Ils cherchent à la fois des gens qui vont faire des voix, mais ils cherchent aussi des gens qui vont pouvoir travailler comme parlementaires et qui vont pouvoir amener une expertise. Et là, on coche deux cases, en plus de cocher une case qui est d'apparaître comme étant extérieure au monde partisan traditionnel. Alors, Josy Dubié, on peut imaginer que vous avez aussi coché deux cases à l'époque, une certaine notoriété, journaliste à l'RTBF, et une certaine expertise, notamment dans les relations internationales, qui était un petit peu votre terrain d'action privilégié dans votre carrière journalistique. Est-ce que vous vous rappelez comment on vous a approché, est-ce qu'on vous a proposé, comment on vous a convaincu un jour d'entrer en politique? Écoutez, à l'époque, j'étais prépensionné, à 55 ans. C'est vous dire que moi, je vivais très bien, je n'avais plus envie de faire autre chose. Et j'ai été approché par Écolo, par Isabelle Durand, qui était la patronne à l'époque. Je votais toujours Écolo, ça elle le savait, et elle m'a proposé de devenir, de figurer sur la liste sénatoriale pour les élections de 1999. Ça ne m'intéressait pas. Je lui ai dit que ça ne m'intéresse pas. Elle a dit, rassure-toi, on va te mettre à une place non éligible et donc tu apporteras des voix puisque tu soutiens Écolo. Je dis, ok, d'accord. On m'a mis à la 3e place, qui était en principe inéligible. Il fallait avoir 22%. Personne n'avait jamais imaginé. Il y a eu la fameuse, comment s'appelle ça, ce truc. La crise de la dioxine. La crise de la dioxine. Et Écolo a fait un très bon score cette année-là. Et voilà, je me suis retrouvé sénateur pendant 10 ans, mais ce n'était pas du tout mon plan de carrière, je vous
je vous en assure. Ouais, donc théoriquement, vous auriez dû être un attrape-voix. Votre ambition n'était pas de siéger au Parlement. Absolument. Ouais. Mais vous avez quand même récidivé, parce que vous avez été candidat au Parlement bruxellois pour la législature suivante, réélu au Parlement bruxellois, redésigné pour le Sénat. Oui. Ça veut dire que finalement, ça ne vous a pas trop déplu, la politique? L'appétit vient en mangeant, selon la formule. Et puis, j'avais, au cours de ma première législature, pu faire des choses très intéressantes. Notamment, j'ai présidé la commission euthanasie pendant près de 2 ans. C'était un challenge, comme on dit, donc un défi, et que j'ai réussi à mener à bien. Et c'est la chose dont je suis le plus fier dans ma vie. C'est d'avoir permis à la Belgique d'être un des pays, après la Hollande, nous étions le premier, de permettre aux gens de mourir dans la dignité selon leurs vœux. Ouais. Alors, le profil de Josy Dubié, on pourrait le rapprocher peut-être de celui d'Adjal Habib, qui a un parcours un petit peu similaire. On a dit tout à l'heure addition d'une expertise et d'une notoriété. C'est très différent de gens qui sont surtout connus pour une certaine notoriété, qui ne peuvent pas avoir une expertise, en tout cas pas une expertise applicable au champ politique. On ne va pas être trop méchant, on ne va pas citer de nom, mais on peut imaginer que des footballeurs, des animateurs ou animatrices de télé, par exemple, c'est plus compliqué qu'un journaliste à justifier auprès des lecteurs. Alors, ce n'est pas forcément plus compliqué pour les lecteurs, puisqu'on voit que ces autres profils peuvent aussi faire beaucoup de voix. Donc, manifestement, ça semble rencontrer un certain intérêt chez une partie de l'électorat. Mais par contre, on se rend compte qu'effectivement, quand on a un profil qui est plus éloigné de la politique, ça devient plus difficile une fois qu'on siège si on est élu. La capacité à devenir un parlementaire, à faire le travail parlementaire et à ne pas être déçu par la complexité et parfois la lenteur des décisions est plus importante. Et donc, on a plus de cas de ces personnes qui viennent du monde du showbiz, du sport, plus éloignés de l'action collective et de l'action publique et qui donc ont du mal à se fondre dans le moule et à être satisfaits. Donc c'est plutôt à ce moment-là que les problèmes se posent quand on a des profils différents. Ouais. Est-ce que vous avez eu des désillusions, vous, en politique, Josy Dubié, ou est-ce que dans la première législature, puisque c'est celle-là que vous citez en référence, ça a été finalement agréable et vous avez eu le sentiment d'être utile tout de suite? J'ai appris qu'il valait mieux se méfier de ses amis que de ses ennemis, si vous voyez ce que je veux dire. La politique, pas quelque chose que je regrette. J'y ai fait mon travail, j'ai fait le mieux possible, mais très sincèrement, j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie. J'ai été capitaine au long cours, j'ai été reporter de guerre. Eh bien, c'est certainement pas cette partie-là de ma vie que je regrette le plus. Ouais. Mais vous êtes quand même fier du travail que vous avez fait, notamment à la commission euthanasie. Puis vous avez présidé la commission justice pendant la législature suivante au Sénat. Non, la première. Ouais. Donc j'ai effectivement j'ai été questeur du Sénat, j'ai eu beaucoup de responsabilités que j'ai assumées le mieux possible. Mais très sincèrement, en dépit de tout ça, c'est pas la partie de ma vie qui m'a le plus intéressé et qui m'a le plus apporté. Ouais. Il y a eu d'autres personnalités en politique, y compris à votre époque. Il y a eu des footballeurs, il y a eu des représentants du patronat ou des chefs d'entreprise. Ils se sont fait aussi bien que vous à la politique, ou ça a été plus difficile pour certains que pour d'autres? Ils venaient jamais. Ils venaient jamais. Ils venaient jamais. On les a vus 2 fois. La personne dont vous parlez, qui représentait le patronat, c'était M. Botson, ancien patron des patrons. Il est venu 2 ou 3 fois. Et puis on ne l'a plus vu, et il a même déclaré qu'il venait au Sénat parce que son salaire lui permettait de payer ses cigares. C'est ce qu'il a déclaré. Donc vous voyez, il y a quand même une variété assez exceptionnelle de gens qui se lancent en politique, et ce n'est pas toujours du meilleur goût. Est-ce qu'on est facilement accepté lorsqu'on est, comme c'était votre cas, pas un militant déclaré, ou qu'on n'est pas un habitué peut-être de la vie interne du parti? Vous débarquez à Écolo, j'imagine qu'il y a des réunions, des conseils de fédération, des bureaux politiques. Vous y participez, vous n'y participez pas, vous arrivez à vous faire entendre? Est-ce que vous avez le sentiment que le pouvoir est là où vous êtes, c'est-à-dire au Parlement vous êtes élu, Sénat puis Parlement bruxellois, ou est-ce qu'il est ailleurs? Alors, il y a 2 niveaux. Il y a d'abord le niveau politique où on siège, et puis il y a le niveau interne dans le parti. Et c'est là que la différence est très importante, parce que je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, le parti qui se disait le plus démocratique de tout était en fait dirigé par un tout petit groupe qui tenait les rênes. Et ça m'a beaucoup surpris, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. La règle à l'époque, c'était que notre parti faisait de la politique autrement. Je me suis vite rendu compte que c'était un slogan qui n'était pas forcément respecté par tous. Ouais. Est-ce qu'il y a des désillusions? Est-ce que c'est courant, ce genre de désillusion? Jean-Claude Lapillé, est-ce que d'abord on a une idée? Est-ce qu'on trace? Est-ce que les politologues comme vous les repérez, ces candidats d'ouverture ou ces candidats qu'on présente comme extérieurs, qui ne sont pas toujours extérieurs, hein. Certains sont quand même des compagnons de route ou agissent dans une sphère d'influence. Ça peut être un syndicat, une mutuelle qui est quand même proche des partis politiques. Et donc on essaye effectivement de retracer ça et de voir parmi les parlementaires
parlementaires, mais aussi parmi les ministres, quels sont ceux qui, en fait, accèdent à ces fonctions sans être passés par les canaux classiques, sans avoir été militants, sans avoir éventuellement été élu local. Et ce qu'on constate, c'est une augmentation de ces profils qui sont variés, effectivement. Ce n'est pas la même chose d'être à la FEB que d'être un joueur de football ou que d'être un ancien présentateur TV. Mais ces profils sont en augmentation et semblent répondre à... en tout cas, ça semble être la réponse que les partis apportent à la méfiance qu'ils suscitent de plus en plus chez les citoyens. Donc c'est une manière pour les partis de dire on peut ouvrir à d'autres profils, on peut aller chercher d'autres profils. Donc sans jugement sur l'efficacité de la chose, on constate effectivement une augmentation. Et ça, ce n'est pas simplement une situation qu'on voit en Belgique, c'est une situation qu'on voit aussi dans beaucoup de pays voisins. Je le dis avec d'autres mots, paradoxal, j'ai plus confiance pour faire de la politique à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose en politique. Alors de façon assez étrange, on constate qu'effectivement, le fait de ne pas venir de la politique est un atout électoral chez une frange de l'électorat, un atout électoral tout aussi important que l'expertise dont on peut disposer. Donc c'est bien si on a l'expertise et l'indépendance ou le fait de venir d'un autre milieu, mais le fait de venir d'un autre milieu attire certains électeurs, en particulier des électeurs méfiants de la politique et des électeurs peu intéressés par la politique. Est-ce que vous diriez que c'est un milieu fermé, la politique, Josy Dubié, et que ceux qui arrivent de l'extérieur, comme ça a été votre cas, comme c'est le cas d'autres, ont du mal à faire leur place? Ou est-ce qu'on peut y trouver sa place et avoir une réelle influence? Je pense y avoir trouvé ma place dans les compétences qui étaient les miennes, notamment en politique internationale, où j'avais quand même quelque chose à y apporter. Ouais, on va rappeler que vous avez couvert la guerre du Vietnam, que vous aviez interviewé Salvador Allende peu de temps avant sa mort, par exemple. Hein. Toutes les guerres qui ont eu lieu pendant 25 ans, Afghanistan, Vietnam, j'étais là, effectivement, et ça reste, comme je l'ai dit, la partie la plus intéressante de ma vie. Mais donc, quelle était la question? Est-ce qu'on arrive à faire sa place? Est-ce que, quand on n'est pas... bien installé déjà en politique, on peut quand même avoir une influence? Ou est-ce que, une fois que vous étiez au Sénat, vous deviez agir comme un sénateur écolo de ce qu'on attendait d'un sénateur, c'est-à-dire qu'il vote avec le groupe, qu'il applique des consignes qui venaient de la direction du parti? Eh bien, en ce qui me concerne, j'ai toujours appliqué cette règle, sauf quand c'était totalement contraire à mes convictions politiques et les raisons pour lesquelles j'étais entré en politique. Je vais vous donner un exemple. Donc, comme vous l'avez rappelé, j'ai été président de la commission de la justice. Je ne connaissais rien. J'ai un diplôme en droit, mais je n'avais jamais pratiqué. Je succédais à Roger Lallemand, une grande figure qui n'avait pas été réélu, choisi par le Parti socialiste. Il était toujours coopté pour être président. On m'a désigné président. C'est une très grande responsabilité parce que à l'époque, la commission de la justice du Sénat avait priorité sur toutes les autres et même sur la Chambre. Et donc, je me retrouve président de la commission de la justice et donc je dois mettre à l'ordre du jour des propositions de loi et surtout des projets de loi que me communique le gouvernement. Et on me communique une loi qui s'appelait le Snellrecht, la procédure accélérée. Et cette procédure accélérée permettait de juger des gens dans 2 coups de cuillère à peau, pratiquement sans avocat, pour les petits délits. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est totalement contraire à mes convictions. Je ne trouvais pas ça normal. Et j'ai dit au parti, moi, je ne voterai pas ça. Ça a fait un buzz incroyable. Parce que vous étiez membre de la majorité. J'étais membre de la majorité. Et je me souviens d'une réunion où on était à 5, les 5 sénateurs. C'était le procès de Moscou. On me traitait de tous les noms. T'es un narcissique, etc. T'as rien compris. J'ai dit, j'ai très bien compris que je ne voterai pas ce projet qui est contraire à mes opinions. Et je ne l'ai pas voté. Et pour la petite histoire, le Premier ministre de l'époque, Guy Verhofstadt, aurait dû, en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit à Isabelle Durand, qui était vice-première ministre, si un de tes sénateurs, il avait appris qu'il y avait quelque chose, ne vote pas, vous êtes hors de la majorité. Bon, et finalement, Écolo était hors de la majorité, mais sur un autre dossier quelques mois ou quelques années après. Jean Bonapillet, je reviens sur cette idée de milieu fermé, parce que vous avez publié récemment une étude sur les fils et les filles d'élus ou de parlementaires. 12% au Parlement fédéral, 10% au Parlement régional bruxellois d'élus aujourd'hui ou ces dernières législatures qui sont eux-mêmes des fils d'élus. C'est-à-dire que si on prend le Parlement bruxellois aujourd'hui, il y a un élu sur 10 qui est issu d'une famille qui fait de la politique. Ça veut dire que c'est effectivement un milieu fermé et qu'on est dans une forme de reproduction des élites en politique? En fait, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire d'une part que des profils qui ont de la notoriété, c'est le cas aussi avec les fils et les filles d'eux, ils sont des noms connus, qui ont des réseaux, c'est-à-dire qui peuvent s'imposer dans leur parti, ont la priorité sur des gens qui viennent de tout à fait de l'extérieur.
Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que les partis ont de plus en plus de mal à recruter. Et ça, on voit que les partis, en fait, ont une baisse de leur militantisme, une baisse de la volonté de beaucoup de citoyens de s'investir en politique, parce que ce n'est pas forcément socialement très bien vu. Alors, la politique est mal vue en ce moment. Et donc, face à cette baisse du pool de recrutement de candidats potentiels, les partis vont effectivement restreindre un peu là où ils peuvent aller, vont avoir plus de filles d'eux, vont faire plus arriver des personnes qui viennent directement du showbiz ou qui viennent directement d'organisations professionnelles, mais en leur proposant des places très élevées. Et ce qu'on a du mal à trouver chez les partis, c'est des militants de base qui vont plus facilement s'investir dans la politique. Et ça, c'est une tendance structurelle. Les partis sont moins ancrés dans la société qu'ils ne l'étaient dans les années 50 ou 60. Alors, il y a un recrutement, c'est pas tout à fait une personnalité nouvelle en politique, c'est plutôt un passage d'un parti à l'autre, mais c'est un recrutement dont on a beaucoup parlé ces derniers jours en région bruxelloise, c'est le passage envisagé de Youssef Ndichy vers une liste libérale. Il n'y a rien de fait, loin de là, mais Georges-Louis Boucher, par exemple, a reconnu qu'il y avait bien eu des contacts entre le mouvement réformateur et ce député régional du PTB. On écoute Georges-Louis Boucher, c'était sur notre antenne lundi de la semaine dernière. Toute personne qui répond à nos valeurs, à nos principes, peut adhérer au mouvement réformateur, même si à certains moments cette personne a pu se perdre dans son parcours. Donc toute la question sera de savoir si la personne concernée, que ce soit lui ou un autre, répond à nos valeurs et puisse publiquement le déclarer, l'affirmer et défendre le projet de société. Ouais. Que quand des gens reviennent dans le champ démocratique, on les accueille et on travaille avec eux, plutôt que de les maintenir dans une ostracisation qui ne fait que radicaliser les positions. Donc Youssef Ndichy sur la liste MR Open VLD ou sur une liste MR, c'est pas impossible. C'est impossible pour personne pour autant qu'on réponde à nos valeurs. Je voulais vous montrer cet extrait pour ce que vous expliquiez tout à l'heure sur la notion d'adhésion aux valeurs et à la discipline de parti. Vous nous avez donné un exemple où vous n'avez pas suivi la discipline. Est-ce que quand vous êtes entré en politique, en 99, première fois vous êtes candidat, on vous a demandé de montrer patte blanche, de prouver que vous étiez un écologiste pur sucre ou en tout cas que vous aviez des valeurs compatibles avec le parti que vous alliez défendre? Mais je crois que les gens qui m'ont demandé de figurer sur leur liste savaient qui j'étais. Donc ils se doutaient bien que je n'étais pas un suiviste, etc. Je n'étais pas un opportuniste contre le monsieur dont on vient de parler, qui est prêt de passer de l'extrême gauche à la droite extrême, enfin disons à la droite. C'est quand même assez paradoxal. Voilà, donc ça n'a jamais été mon cas. Moi j'ai adhéré à une idée, j'ai défendu cette idée avec le fait aussi que j'avais mes propres convictions, que si c'était contraire à mes convictions, je ne voterais pas un certain nombre de lois ou de projets de loi. Est-ce qu'on vous a reproché à certains moments, outre ce vote sur le Snellrecht, est-ce qu'on vous a reproché des prises de parole ou une certaine indépendance dans votre expression ou pas ? On ne me l'a pas reproché, mais ça ne faisait pas plaisir. Donc je peux vous dire qu'à la fin de mes 2 mandats, ils étaient très contents de me voir partir. De toutes les façons, moi j'ai respecté le règlement des colos, c'est-à-dire 2 mandats. Je rappelle que M. Nollet est là depuis 35 ans et que donc lui ne respecte pas fort cette règle. Moi je l'ai respecté, 2 mandats et puis je suis parti. Ouais, et puis vous avez pris des distances avec les colos. Aux dernières élections, si je ne me trompe pas, vous appeliez d'ailleurs à voter plutôt pour le PTB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut être élu à un moment et puis se dire à un moment, voilà, on divorce, moi je ne suis plus d'accord? On est déçu. J'ai été extrêmement déçu, notamment en matière de politique internationale. C'est ça qui m'a amené. Cela dit, je précise tout de suite que je ne suis pas d'accord du tout avec la politique internationale du PTB non plus. Donc si j'ai appelé à voter PTB, c'était à la demande des syndicats de Charleroi qui proposaient qu'il y ait une liste unique de la gauche, etc. Et j'ai soutenu ça. Mais je ne suis pas du tout membre du PTB et je ne le serai jamais. Oui. Jean-Baudouin Pellé, cette déclaration de Georges-Louis Boucher disant c'est possible à condition qu'il y ait une adhésion publique aux valeurs, c'est quelque chose qu'on demande régulièrement aux candidats? Est-ce que par exemple on fait signer des engagements aux candidats? Est-ce que par exemple on s'assure que le candidat suivra la ligne? Il y a une négociation quand on va chercher un candidat d'ouverture? Il y a de toute façon toujours une discussion sur ce point-là, parce qu'effectivement on fonctionne dans un système où la discipline de parti est importante. Il faut pouvoir garantir que tous vos députés ou tous vos sénateurs votent vos projets, et donc ça reste. Parfois c'est formalisé, on doit signer en tant que tel la charte des valeurs du parti ou le programme du parti, donc ça peut être très formalisé, et ensuite il va y avoir effectivement un vrai travail à l'intérieur du groupe pour garantir cette discipline. Et donc finalement, les cas comme ceux qu'on est en train de citer sont assez rares. La Belgique se caractérise par une discipline de parti très très forte, et les changements
de trajectoire ou les députés ou sénateurs qui votent en dehors de la ligne du parti, c'est quelque chose de très rare. Et là, de nouveau, on est dans un système qui se singularise. Ce n'est pas le cas dans d'autres démocraties dans le monde, ce n'est pas le cas dans d'autres démocraties en Europe. La Belgique est un pays où la ligne de parti et la cohésion du parti, la discipline de parti s'appliquent de façon très forte. Ce qu'on appelle parfois aussi un peu la particratie, par exemple. Sur le point électoral, j'aimerais quand même avoir votre sentiment. On ne sait pas si Écolo a décroché un siège de sénateur supplémentaire grâce à Josy Dubié en 99. Mais est-ce que, d'une manière générale, les grandes stars qui rentrent en politique, c'est électoralement payant ou pas? Alors, ce qu'on constate, c'est que ce sont des personnes qui font plus de voix de préférence en moyenne que des personnes qui n'auraient pas cette notoriété. Il faut aussi constater que ça passe aussi par leur présence médiatique. Ces nouveaux candidats, ils sont très vite dans les médias, beaucoup plus que des nouveaux candidats qui ne viendraient pas d'une position connue dans la société auparavant. Donc ils font plus de voix de préférence. Est-ce qu'ils font évoluer des électeurs qui, par exemple, pensaient voter PS et qui vont se mettre à voter MR, ou pour prendre le cas qui était présenté récemment, des électeurs PTB qui vont passer au MR, ça c'est beaucoup plus douteux. En fait, ils vont chercher des électeurs dans les gens qui pensaient déjà voter pour ce parti-là. Et donc c'est une popularité à l'interne, c'est plus rare qu'ils fassent basculer de camp un électeur. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez pu faire bouger des choses, Oui. Dubié, au final, si vous devez tirer le bilan de ces 2 législatures que vous avez exercées? J'ai déjà dit que le fait d'avoir présidé la commission euthanasie pendant 2 ans, avec beaucoup de difficultés, et d'avoir réussi finalement à la faire voter à une très large majorité, je pense avoir pu servir à quelque chose. Et en plus, je reste très convaincu que ce qui a été fait, et les travaux qui ont été faits, qui n'ont pas été faciles pendant ces 2 années, ont permis de le faire voter cette loi dont je pense elle est très utile aujourd'hui. Plus de 30 000 personnes ont déjà en Belgique pu profiter de cette loi et donc de mourir selon leurs vœux dans la dignité. Ouais. Et à l'intérieur de votre parti, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'à un moment, votre parole a pu peser, que vous avez pu orienter un débat dans l'une ou l'autre direction? Pas vraiment. Je vais vous dire, comme je l'ai dit, moi, ma spécialité, c'est la politique internationale. Ça n'intéresse personne dans un parti. C'est pas ça qui rapporte des voix. Et donc, quand j'essaie d'intervenir sur un certain nombre de sujets, en général, le bureau politique s'était mis à la fin de la discussion et les gros bras étaient partis au moment où je prenais la parole. Donc, je suis très conscient que ce genre de problème, ce genre d'attitude n'est pas très encourageante pour des gens qui rentrent en politique. Voilà, on espère qu'ils vous auront écouté et qu'ils sauront comment s'y prendre pour se faire respecter. Merci Josy Dubié. Je vous en prie. Merci Jean-Benoît Pilet. Merci à tous les deux. Demain soir, dans Plus d'Actu, on vous proposera un face-à-face entre Fabrice Kums, PS, et Gaëtan Van Gotsonhoven du mouvement réformateur. On parlera de neutralité dans les administrations communales. Ça, c'est le programme pour Plus d'Actu demain. Et puis demain matin, dans notre matinale Bonjour Bruxelles, nous recevrons notamment Françoise Berthiaud, la ministre de l'Enseignement supérieur à la Fédération de Bruxelles, et Cécile Jodogne, la bourgmestre faisant fonction de la commune de Scarbeet. Que continuez à bien vous informer et à demain.